Evase Ducet, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Mercredi 22 février 2035. Alex avait déjà fait connaissance avec la base DAG CRS de Modane pendant sa formation au DUMUM. Après la demi-journée de formation prévue par son établissement, il avait très rapidement participé aux missions de secours de la base, au même titre que d'autres urgentistes du SMUR 73 de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour assurer le secours en montagne, les militaires du PGHM de Modane travaillaient à la base en alternance hebdomadaire avec les CRS Alpes d'Albertville, assistés par un médecin du SMUR 73. L'hélicoptère EC-145 Chouka 73 qui trônait sur la drop zone était un élément essentiel pour pouvoir accéder aux zones les plus difficiles d'accès, un appui indispensable pour les sauveteurs permettant de limiter leur délai d'intervention. Il appartenait au DAG de Modane, qui appuyait en permanence les équipes de secouristes, lequel était composé de 8 militaires. Été comme hiver, l'équipe devait faire face à une activité constante, nécessitant un engagement de tous les instants. Il y avait environ 5 à 8 secours par jour en été et 8 à 12 en hiver. Avec ses cimes enneigées et ses paysages à couper le souffle, la montagne était fascinante, mais elle présentait de nombreux dangers pris en compte par les pilotes et les mécaniciens du DAG de Modane. La décision de partir ou non sur un secours était toujours délicate. La situation avant le décollage devait toujours être évaluée par rapport à l'enjeu du secours. Parmi les données centrales, il y avait les conditions météorologiques, souvent différentes en fonction de l'altitude, mais aussi les lignes à haute tension, parfois gênantes pour les treuillages, ainsi que d'autres câblages aériens. Ce qui posait le plus de difficultés, c'était le jour blanc, quand la surface au sol et le ciel étaient tous les deux blancs, rendant la perception du relief difficile. La décision finale de décoller revenait toujours au pilote, qui évaluait les risques avec son mécanicien de bord, treuilliste, grâce à une analyse précise des conditions de vol, afin de pouvoir estimer au mieux la capacité de puissance de l'appareil. Il y avait toujours un plan B, comme une caravane terrestre ou une dépose sur un point au plus proche du lieu d'intervention. Le secours en montagne étant délicat, les secouristes, comme l'équipage du DAG et les médecins, devaient toujours être opérationnels et performants. Aussi, un contrôle des compétences annuelles et des séances d'entraînement était régulièrement organisé. Hélitreuillage, se poser sur la neige, vol de nuit, évolution sur une paroi, intervention en canyon. La cellule RETEX du CNISAG établissait un programme d'entraînement et de formation pour l'ensemble des PGHM. Par ailleurs, seuls 3 pilotes étaient affectés au DAG, qu'il ne s'écoule pas de trop longues périodes sans voler pour être opérationnels. Tout au long de l'année, dans la vallée de la Maurienne, les militaires du PGHM de Savoie et les CRS étaient en alerte sur la drop zone de Modane. Équipés, leur matériel conditionné, 2 binômes d'astreinte, dont une équipe cynophile, étaient prêts à intervenir au moindre appel, au moyen d'une caravane terrestre ou directement héliportés sur les lieux, assistant le médecin du SMUR 73 pour permettre une prise en charge médicale de la victime directement sur les lieux de l'accident. Quelle que soit l'intervention, avec le pilote et un mécanicien hélitreuilliste, Chouka 73 emportait 2 secouristes et un médecin. Si Alex connaissait déjà ses collègues urgentistes qui, comme lui, assuraient des permanences sur la base de Murlon, comme Arthur Grouard, Florent Bassano, Anthony Emanueli et Manon Le Lorrain, il fit plus ample connaissance avec les membres du DAG et du PGHM. La demi-journée de formation pour l'hélistation à Modane avait eu lieu lors de la semaine de l'équipe du PGHM. Il fit ainsi connaissance du commandant Fabien Trouvé, de l'adjudant-chef Charles Pascol, des adjudants Benoît Guerre et Nathan Charon, des gendarmes secouristes Mathis Panier et Ludovic Giraud, et du pilote Ralph Ringot. Ce mercredi 22 février, en pleine période de vacances d'hiver, le premier appel était arrivé à 10h, de la station de Valménier. « J'ai un homme de 48 ans qui a une grosse luxation à l'épaule, je n'arrive pas à le conditionner, il a le bras en l'air, il a très mal, et je n'arrive pas à prendre le pouls », annonça le pisteur. Il fallait aller chercher rapidement ce patient avant que le temps se dégrade. Les nuages étaient très bas, avec un vent violent. Les conditions de vol étaient limites, mais le blessé souffrait et les secouristes devaient intervenir rapidement et avec beaucoup de précautions, car les nerfs et les vaisseaux pouvaient être lésés lors du déplacement. « On est prêt ?» demanda Adrien Servat, le pilote. « C'est bon derrière » répondit Mathis. « Ok » répondit le pilote avant de décoller, direction Valménier. Le ciel était de plus en plus menaçant, mais les sauveteurs ne voulaient pas renoncer. À 2000 mètres d'altitude, un homme blessé les attendait dans le froid. Encore fallait-il retrouver la zone.
L'hélicoptère avait effectué un premier survol pour localiser la victime. Il fallait pouvoir repérer les personnes qui parfois se confondaient avec le relief. En tout cas, c'est sur ce versant-là, dit Adrien. Oui, c'est sur ce versant, intervint le mécanicien. Les pisteurs de Valménier, Chouca 73, vous me recevez demanda le pilote. Je suis sur l'hélice, mais plus bas dans la combe, précisa la voix du pisteur. Ah, là-bas, le mec à 2 heures. L'hélicoptère s'approcha de la zone. Le secouriste s'apprêtait à sortir. Ça va, Mathis? C'est pas stable, on n'est pas terrible là. J'ai vu, dit le pilote. Il était difficile de se poser sous ces rafales. Le pilote dut recommencer son approche. Là, je suis pas mal, dit Adrien. Par contre, le pisteur, il faut qu'il se pousse. Dis-lui qu'il s'en aille, je n'ai pas besoin de lui. Il va vers le piquet. C'est bon, il a compris, rétorqua Mathis. Top en arrière et top à droite, annonça Pierre, le mécanicien. Voilà, comme ça. Nickel, là je ne bouge plus. C'est bon pour toi? Oui, ils peuvent débarquer. Le premier à sortir fut Mathis, suivi d'Alex. Le blessé avait glissé en ski sur une congère et s'était déboîté l'épaule en tombant. Mais impossible pour les pisteurs de le descendre à la station en civière, il souffrirait trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Alex à l'homme qui était conscient. Vous êtes tombé? Ça a tapé fort? Pas mal, oui, répondit le blessé en grimaçant. Ok. Ce qu'il faudrait me faire, là, c'est me protéger du vent au maximum, dit Alex à Mathis et au pisteur. Ça a tapé vraiment fort, là. Il faut me la remettre en place, dit le blessé. Avant toute chose, je vais vous calmer la douleur, parce que là, je ne vais pas vous la remettre comme ça. Puis ensuite, on va vous évacuer. Vous vous appelez comment? Jonathan. Ça fait 1 heure qu'il est tombé, émit un pisteur. Je vais poser un petit cathéter pour injecter un analgésique, annonça Alex. Mais le froid, la neige et le vent rendaient le geste difficile. Alors les secouristes se pressaient autour du médecin et du blessé pour les protéger. Attention, Jonathan, je vous pique. Là, ça y est. Tu tiens toujours le bras parce que là, on va faire de l'anesthésie. C'est pas un geste anodin, dit Alex à Mathis. Allez, Jonathan, vous allez voir des éléphants roses, ça va tourner. Ne vous inquiétez pas. L'urgentiste injecta 2 produits à action rapide. De la kétamine pour détendre le blessé, puis de la morphine pour soulager sa douleur. Voilà, maintenant on lui range sa main et on y va. Alex, Mathis et les 2 pisteurs portèrent la civière jusqu'à l'hélicoptère pour la charger. Il fallait se hâter. Si le temps s'aggravait, il ne pourrait plus décoller. Ils devaient extraire le plus vite possible le blessé du froid. Pour l'instant, ils avaient la possibilité d'être récupérés à coup sûr pour ramener le patient directement à l'hôpital. Donc il fallait travailler assez vite pour permettre l'extraction dans des conditions les moins mauvaises possibles. Si jamais le temps se dégradait complètement, il faudrait endormir le blessé pour réduire la luxation sur place, ce qui n'était pas académique. Alex ne le ferait que s'il n'avait pas d'autre choix. La médecine en haute montagne frôlait sans cesse les limites. Il fallait décider vite dans des conditions difficiles, mais comment respecter les protocoles dans des situations parfois extrêmes, comme une paroi rocheuse? Et comment soigner quand les perfusions gelaient? Cette fois, ce secours sur piste était rock'n'roll, parce qu'Alex avait utilisé des produits dangereux, qui normalement nécessitaient une surveillance sous scope et de l'oxymétrie, ce qu'il ne pouvait pas faire. Aussi, il surveilla son patient cliniquement, en l'observant, en lui parlant. Pour ne pas prendre de risques, il avait administré des doses moindres. Il ne pouvait viser le 0 douleur sans risquer de faire une grosse bêtise. Après 6 minutes de vol, l'hélicoptère arrivait sur le toit de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, où Alex accompagna son patient aux urgences. La radiographie de l'épaule dirait s'il y avait une luxation ou une fracture, ou les deux. S'il y avait une fracture du col de l'humérus associée à la luxation, ce serait beaucoup plus compliqué. Le traitement ne consisterait pas à tirer sur l'épaule pour remettre l'articulation en place, mais en un traitement chirurgical au bloc, à ciel ouvert. Alex fut surtout surpris par l'insouciance de son patient, car il venait d'apprendre que c'était un récidiviste. « Vous vous êtes luxé l'épaule il y a déjà 2 jours ?»« Ouais. Et pourquoi étiez-vous déjà sur les skis? Ce n'est pas très raisonnable. »« Je sais, je suis un casse-cou. »« Bah ouais. Mais le problème, c'est que si là, on n'était pas allé vous chercher, vous y seriez encore. Et après, c'était la nuit et le froid. »« Je sais. Merci, docteur. » « De rien, répondit Alex. Finalement, il n'y avait pas de fracture, juste une luxation. Mais l'inconscience du skieur coûtait plusieurs milliers d'euros à la charge des contribuables. L'équipe ne resta pas longtemps inactive, puisqu'à peine revenue à la base, un autre appel les envoya vers Saint-François. « Chouca 73, on a passé Saint-Jean-de-Maurienne, 6000 pieds, en route vers Saint-François-Longchamp. »
Sur un télésiège, un touriste néerlandais de 49 ans n'arrivait plus à se lever. À la régulation du SAMU, le médecin régulateur, avec les informations des pisteurs, avait suspecté un AVC. Il avait donc envoyé le PGHM. On arrive sur la station. Tiens, c'est là. Ils sont pile en dessous de nous, sur notre droite. Tu les vois ? Demanda Adrien. Ouais, rétorqua le mécanicien. Pour la droite, on est bon. Pour la queue, on est bon. 1 mètre du sol, toujours bon pour la queue. Prêt à débarquer ? Ouais, c'est bon, répondit Mathis. Les pisteurs avaient déjà installé la victime sur une civière et firent leur rapport à Alex. Il n'arrivait pas à trouver ses mots. Il les cherchait et il ne les retrouvait jamais. On était obligé de l'aider. Ça a commencé à quelle heure ? 9h30 ce matin. Ça a commencé brutalement, progressivement. Brutalement. D'abord la difficulté à s'exprimer, puis ensuite des fourmillements dans les jambes. Et ça a commencé à quelle heure les fourmillements ? 11h à peu près. Alex se tourna ensuite vers le patient. « Hello, I'm the doctor. What's your name? »« Gert. »« Okay, Gert. What's happened? »« I just taken the chairlift and we were going up and suddenly I had difficulties finding words and expressing myself. »« Okay. I still have a problem. Can you make this? » Alex fit une mimique de sourire. « Make me a smile. »« Okay. Close your eyes very strongly. »« Okay. Show me your tongue. »« Push on my hands. »« Okay. Do you have a headache? »« No. »« No headache. » L'examen neurologique était normal. Il réalisa une glycémie capillaire, car une hypoglycémie pouvait se révéler par des troubles du langage et n'impliquait pas le même traitement. Mais la glycémie était normale. L'urgentiste privilégia l'hypothèse d'un AVC, même si les signes étaient légers. Il décida donc de transférer le patient au plus vite vers l'hôpital de Chambéry, à une vingtaine de minutes de vol. Sans perdre une minute, les urgentistes de Chambéry prirent en charge le patient. C'était bien un AVC. Mis sous anticoagulant, le touriste néerlandais pourrait sortir quelques jours plus tard, sans aucune séquelle. Ils étaient à peine revenus à la base qu'il leur fallut repartir au Corbier, un adolescent avec un traumatisme crânien et polypnéique. Cette difficulté à respirer pouvait signifier un état de choc, il fallait faire vite. « Attaché, c'est bon pour tout le monde ?» demanda Adrien. « Ouais, c'est bon. » Un vol d'une dizaine de minutes en direction de l'ouest vers le massif des Arves, au-dessus de la vallée de la Maurienne, les amena sur la zone d'accident indiquée par les pisteurs. Charlie 8 sur la carte. Toutes les stations fournissaient un quadrillage de leur domaine skiable. « Le Corbier, il est où là-dedans sans qui le pilote ?»« Le Corbier, il est derrière, donc c'est bien entre les deux, » répondit le mécanicien. « C'est peut-être un peu plus haut, là je ne vois rien. » 5 minutes plus tard, toujours rien. Le pilote essaya d'appeler à la radio les pisteurs. « Pisteur Corbier de Chouca 73, est-ce que vous me recevez ?»« Oui, Chouca 73, on est à 10 heures de votre position maintenant. »« Faut que je fasse demi-tour alors. »« Exactement. »« Ok, on a fait demi-tour, précisa Adrien après quelques secondes. Continue de nous guider maintenant. Droit devant vous. »« Ah oui, ok. » Le snowpark, avec ses immenses bosses, était effectivement en vue. « Allez, derrière, on est bon, dit le mécanicien. 1m50, 1 mètre, 20 cm et contact. C'est bon. » Mathis et Alex sortirent de la machine. Les pisteurs avaient déjà apporté les premiers soins au jeune touriste grec. Il avait été mis sous oxygène et avait été calé dans un matelas coquille avec un collier cervical. Il était conscient et son dos le faisait souffrir. « Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Alex au pisteur. « Il a fait une chute en sautant la bosse, là. Après, d'après ce que les témoins nous ont dit, il est retombé sur la tête. Il a mal dans le bas du dos. »« Doctor, help me, I want to sleep, dit le blessé. »« You want to sleep? »« Yes. What's your name? »« Apostolos. »« Can you squeeze my hand? »« Press my hand. »« Okay. »« The other hand? »« Okay. »« Can you move your legs? »« Yes, but it's hard. »« Move your leg. »« Okay. »« Did you wear a helmet? »« Yes. » Par contre, il l'a pulvérisé, précisa le pisteur. « Does it hurt here ?» demanda Alex en palpant au niveau du bassin. « No, in my back only. » D'accord. Uniquement en bas du dos. Pas de bassin. Bon, on va fermer ça. Les pupilles, c'est bon. Très bien. Là, il fait froid, on ne va pas traîner. Il a eu un trauma crânien. Il présente une douleur lombaire. Il est conscient. Pas de détresse vitale. Ce qui importe surtout, c'est de dégager parce qu'il fait froid. Il n'y a pas de geste à faire immédiatement, si ce n'est l'évacuer. Chouka, c'est bon, tu peux venir à mon niveau. On embarquera porte de droite, annonça Mathis à la radio.
L'hélicoptère se rapprocha du groupe pendant qu'Alex injectait un analgésique. Rotor, c'est OK. En dessous également. L'arrière, c'est bon. Contact, c'est bon, dit le mécanicien en pilote. L'adolescent était prêt pour le transport et l'hôpital était à seulement 4 minutes de vol. Alors Alex avait décidé de s'arrêter là et de l'emmener sans perdre de temps. Le patient était quand même un peu agité. Les pisteurs aussi étaient un peu angoissés, car inquiets pour la victime. Il fallait que le médecin arrive à trouver le rythme pour poser toute une série de questions, sans en oublier aucune, pour évaluer l'état de gravité d'un patient et prendre les bonnes décisions. Après, les gestes techniques pour mettre une perfusion, endormir un patient, l'intuber, ça passait dans un second temps. Et depuis l'apparition des snowparks, les médecins de montagne avaient constaté un nombre d'accidents plus élevé que sur les pistes, avec des blessures souvent plus graves. Les skieurs montaient assez haut, ils tombaient assez vite et généralement, on trouvait une fracture du rachis lombaire, pas forcément des fractures qui s'accompagnaient d'une lésion de la moelle épinière, mais des fractures qui pouvaient être instables et nécessiter une intervention ou un corset. À 15h20, c'était reparti, cette fois sur une fracture du fémur, chez une dame de 73 ans, suite à une chute à ski, dans la station d'Ossois, à moins de 3 minutes de vol. « Ok, je vois le pisteur. Écoute, dit le pilote au mécanicien, on va y aller en direct. Ouverture porte quand tu veux. » Ça ouvre. Mathis sortit devant Alex. Il allait falloir médicaliser la victime. Il y en avait au moins pour 10 minutes à un quart d'heure. Une fracture du fémur étant extrêmement douloureuse, Mathis vint assister son collègue médecin. « Dès que le médecin vous aura passé les drogues, on va vous mettre sur le matelas et vous serez au chaud, dit le secouriste à la victime. Le gendarme avait suffisamment d'expérience de secours en montagne pour connaître les dangers d'une telle fracture. Il ne fallait pas traîner. L'urgence était de soulager la douleur, que la dame avait chiffrée à 9 sur une échelle de 10. Le pouls, la tension, l'absence de cyanose aux extrémités et de dyspnée permettaient d'écarter un choc hypovolémique. Mais une éventuelle embolie graisseuse était aussi toujours à craindre. Une fracture de diaphyse fémorale restait une urgence et nécessitait une intervention dans les 4 heures. Alex avait rapidement perfusé la victime, qui était couchée sur son côté droit, et administré une analgésie de manière à la soulager et à pouvoir l'installer dans le matelas coquille. Les secouristes se positionnèrent à 4, dont un à la tête, pour préserver l'axe tête-cou-tronc. Bassin, prêt. Épaules, prêt. Levé. Un secouriste glissa le matelas coquille sous la victime. Il ne restait plus qu'à la tourner pour la mettre sur le dos tout en maintenant sa jambe en traction pour éviter tout déplacement. « On va vous tourner maintenant, madame, dit Mathis. Attention pour tourner. Tournez. Vas-y, fais la dépression. On l'emmène à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne où elle sera opérée, dit Alex. On va amener un peu de boulot à Elena. Elle est au bloc d'urgence aujourd'hui. Tu as raison, dit Mathis. Ce serait dommage qu'elle n'ait rien à faire pendant que nous, on n'arrête pas. Le même jour, vers 17h, il y avait une autre alerte sur le lac du Mont-Cenis. Tu confirmes, dit le gendarme qui recueillait les appels, ce serait un Coréen qui serait à pied au niveau de la base nautique. Ce Coréen, qu'est-ce qu'il a? Il est perdu. Il a quoi? Perdu et paniqué. Bon, écoute, on s'y rend direct. Un Coréen au lac du Mont-Cenis, c'est pas fréquent ça, dit Mathis. Il n'y avait pas de blessés pour cette intervention, mais la recherche des personnes égarées faisait aussi partie des missions du PGHM. Il fallait retrouver rapidement cet homme pour éviter qu'il passe la nuit dehors, dans le froid, à plus de 2000 mètres d'altitude. Heureusement, il avait son portable et les gendarmes avaient pu entrer en contact avec lui et le localiser. Mais la météo dans cette vallée était très capricieuse. « Ouh, ça n'a pas l'air de bon augure, dit Adrien. Il y a l'air d'y avoir une bonne épaisseur. On a 300 pieds de couche et c'est bien soudé. Regarde, ça va jusqu'à Turin là-bas. Donc ça veut dire... Pause sur la station au plus près, ajouta-t-il pour son mécanicien. La couche de nuages était en effet telle qu'il était impossible d'atterrir près de la personne égarée. Il allait falloir trouver une autre solution. Heureusement, les pisteurs de la station de Valsenis proposèrent de les emmener à bord de leur dameuse. Ce qu'on peut faire, c'est monter avec 2 machines jusqu'au col, faire le point là-haut. On va au bout du chemin piéton, ce qu'on a l'habitude de damer. Là, on sait y aller sans problème et on fait le point là-haut. On s'engage ou on n'engage pas les machines. Et si on engage, on n'en engage qu'une. Si on peut progresser, on va au bout, on va le chercher. Si ce n'est pas possible, il faudra prendre la décision et partir à pied. Il leur fallut une demi-heure pour passer le col. Puis les machines s'enfoncèrent dans le brouillard lentement. Mais grâce à la radio, l'équipe recevait des nouvelles du Coréen égaré. En fait, une liaison via l'ambassade avait été établie afin d'avoir un traducteur et d'arriver à comprendre la situation. Lui
Pour l'instant, ça va, son état ne se dégrade pas. Donc, on va laisser le matériel lourd ici, dit Mathis. Les dameuses ne s'aventuraient pas au-delà du col. Il devenait dangereux de progresser à travers d'énormes congères. Comme le jeune homme était indemne, Alex allait rester à l'arrière. Débuta alors pour lui une longue attente dans le froid et le brouillard, en liaison radio avec Mathis. Pour info, on a fait environ 400 mètres et on est tombé sur un deuxième bouchon qui doit durer encore une vingtaine de mètres, annonça le gendarme. Ok, c'est compris. Je crois qu'il vous reste à peu près 1,5 km à parcourir. Enfin, dans ces conditions, 1,5 km, ça ne nous renseigne pas encore sur la durée jusqu'à l'interception. S'il passait le bouchon de neige, ça pouvait aller vite. Mais si, comme pour le premier bouchon, il leur fallait un quart d'heure pour faire 20 mètres, Alex allait rester encore un petit peu. Et il commençait à faire froid. Mais il avait prévu le coup. Il avait 3 paires de gants, 4 épaisseurs en bon montagnard, et même une couverture de survie ainsi qu'une pelle. Il pourrait toujours creuser un trou de neige. Un vrai bonheur. Il fallait aimer avoir froid. Il avait choisi ce métier pour la recherche de dépassement de soi, pour une pratique en montagne, toujours plus dure, toujours plus loin dans l'engagement. Il voulait aller vers les situations les plus inhabituelles. Il était servi. Il ne regrettait absolument pas d'être là. S'il fallait y passer la nuit, il y passerait la nuit. C'est bon, on a retrouvé le client, on est avec lui là. Message reçu pour Alex. Les nouvelles étaient bonnes. Il n'avait pas eu de bilan sur l'état de gravité, mais à la voix enjouée du secouriste, il osait espérer que les choses se présentaient bien. C'était parti pour se finir autour d'une tisane. Mais la tisane allait attendre encore un peu. Il avait fallu 1 heure pour retrouver le touriste égaré, et il en faudrait sûrement encore une pour que l'équipe revienne. 3 quarts d'heure plus tard, une petite lueur commença à briller sur la route. C'était la dameuse. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a attendu pendant plusieurs heures, qui voit une dameuse arriver à son secours, se demandait Alex. Ça doit être une exaltation. Oh là là, il n'est pas très chaudement habillé. Hello, it's okay? Demanda-t-il au Coréen. Ok. Très bien. Il rentre à pied du coup? S'enquit-il auprès des pisteurs en plaisantant. Ben, écoute, tu vas pas le croire, dit Mathis, il est parti de Modane à pied. De Modane? Il a fait Lens-le-Bourg, ensuite il est monté, puis il est allé à Turin, à pied. Jusqu'à Turin à pied. Et là, il en revenait. À 22 ans, le jeune homme découvrait l'Europe. Il avait cru pouvoir traverser les Alpes en vêtements et chaussures de ville, une imprudence qui aurait pu lui coûter la vie. Lorsque le jeune urgentiste rentra à Saint-François, Helena venait juste de rentrer après la dernière intervention de la journée, celle de la dame âgée percutée par un autre skieur à Ossois. Ce dernier, d'ailleurs, n'avait pas daigné s'arrêter. Pendant leur dîner vite expédié, Alex lui raconta l'épopée du touriste coréen. Parfois, la victime est encore plus cocasse que le secours. Se faire Modane-Turin à pied en plein hiver, faut quand même le faire, quoi. C'est énorme. Je n'avais jamais vu ça. À un moment, Timberland il ne put terminer sa phrase tant il s'étranglait de rire. Il finit par reprendre son sérieux. Il n'empêche qu'à un moment, je me suis dit que j'allais peut-être passer mon début de nuit dans un trou de neige, au lieu d'être bien au chaud dans mon lit avec toi tout contre moi. Est-ce que par hasard, tu me demanderais de te réchauffer ? Je ne suis pas contre, dit-il en lui prenant la main pour l'entraîner jusque dans leur chambre. Il y a autre chose que je voudrais, et ça fait un moment que j'y pense. Laisse-moi deviner. Un deuxième bébé ? Tu lis dans mes pensées, s'exclama Alex. Nous avons les mêmes pensées, mon amour. Alors si on commençait, maintenant. Juste pour s'entraîner. Et dès demain, je prends rendez-vous pour enlever mon stérilet. Face à face, ils se contemplaient, debout. De ses 2 mains, Alex suivait les contours du visage de sa femme, de son cou, de ses lèvres. Helena frissonna sous la caresse légère. Il fallait à tout prix qu'il lui fasse l'amour maintenant. Il savait qu'elle en avait envie aussi. Elle semblait toujours prête. Elle semblait toujours avoir envie de lui quand il avait envie d'elle. Enfin, il prit ses lèvres. Leur baiser se prolongea et le désir les faisait tressaillir tous les deux. Helena se déshabilla lentement. Alex regardait fasciné sa femme nue. Elle se mit alors à le dévêtir et le frôlement de ses doigts accrurent l'excitation du jeune médecin à un point tel qu'il la repoussa en douceur pour enlever plus vite le reste de ses vêtements. En un rien de temps, il fut nu à son tour, son membre viril dressé. Il la souleva et la déposa sur le lit. Il se redressa pour la regarder et ressentit tant d'amour qu'il se demanda s'il n'allait pas exploser. Helena vit cet amour dans ses yeux bleus,
et la même émotion la submergea. Penché sur elle, il répétait son prénom tout en la caressant. Il sentit sa bouche s'ouvrir quand sa langue entr'ouvrit ses lèvres. Il l'embrassa dans le cou, lui mordilla le lobe de l'oreille et descendit vers sa gorge. Des frissons d'attente la parcouraient tout entière, une attente si intense que quand il prit un mamelon dans sa bouche, une onde d'excitation la traversa. Alex était déjà plus que prêt, mais son désir augmenta encore en entendant sa femme gémir. Il avait envie de la prendre là, tout de suite. Helena sentit le désir d'Alex enflammer le sien. Lorsque sa bouche descendit plus bas, elle retint sa respiration. La langue de son mari alla directement jusqu'à son pubis. Ils étaient impatients tous les deux. Elle écarta les jambes et le sentit embrasser une cuisse, puis l'autre cuisse, et enfin les replis de son sexe. Il retrouva son goût familier, donna de longs coups de langue sur son bouton érigé. Elle gémit plus fort et des éclairs de plaisir la transpercèrent. Elle avait atteint le paroxysme du plaisir et l'attira pour qu'il entre en elle. Il la pénétra profondément, tenta de se retenir, mais il se laissa aller tant elle était fébrile. Quelques va-et-vient suffirent pour que les ondes de plaisir s'intensifient et déferlent encore et encore. Ils firent l'amour longtemps, leur désir renaissant sans cesse, avant de sombrer dans le sommeil vers 23 heures.